Alors je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas parlé de All Elite Wrestling sur la chaîne principale, en tout cas depuis combien de temps on n'en a pas fait un Qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ça remonte à quasiment 2 ans. Et j'ai décidé de faire un Qu'est-ce qui s'est passé pour AEW All Out. Alors j'en ai fait d'autres, des Qu'est-ce qui s'est passé entre temps, c'était plutôt des formats longs, des grosses reviews, des gros récaps. On a tourné sur twitch.tv/Turi316, rediffusé sur la corde à linge, la chaîne secondaire. Ça avait quand même été vu plus de dizaines de milliers de fois. Mais là, j'ai eu envie d'en parler parce qu'on est à un moment clé, je pense, dans l'histoire de All Elite Wrestling. On vient d'assister à All In une semaine avant, plus de 80 000 personnes, record historique. Le show était sensationnel. En tout cas, vécu de l'intérieur, j'ai trouvé que c'était sensationnel. J'ai pas revu les images. Je ne souhaite absolument pas pour le moment les revoir, juste garder les bons souvenirs dans ma tête. Mais j'étais très intrigué par ce AEW All Out qui a été construit avec 3 weekly, quoi, avec Dynamite, Rampage et Collision. Et ça nous a donné une carte qui était peut-être la carte la moins aboutie d'un All Elite Wrestling, en tout cas d'un gros pay-per-view All Elite Wrestling, puisque même le championnat principal, le championnat AEW World, n'était pas défendu, et ce, je pense, pour la première fois depuis... belle lurette, hein. Alors pour autant, le champion, il a eu du boulot ce soir-là, hein. MJF était dans l'opener, il défendait les championnats par équipe avec Adam Cole, baby. Et de ce fait, place à de nouvelles stars à construire, et notamment à quelqu'un qui a eu la lourde tâche de représenter son championnat international qu'il défendait pour la 32e fois depuis qu'il est champion. Orange Cassidy faisait face à Jon Moxley, c'est le main event, et de ce fait, j'étais curieux. J'étais curieux de ouf. Une carte moins bien construite, est-ce qu'on allait deliver? Est-ce qu'il y a un effet payback également pour AEW quand il y a une carte un peu moins hypante? Et le tout bien sûr, et vous en doutez puisque c'est aussi le titre de la vidéo, AEW en plein à la fois tourment et tournant autour de l'affaire CM Punk. On en parle tout de suite, c'est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, samedi 2 septembre, la nouvelle, elle tombe. Tony Khan nous révèle dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, puis après, lors de AEW Collision, que CM Punk, c'est terminé, ça dégage, c'est renvoyé, hop, on n'en parle plus, CM Punk a été licencié dans l'Elite Wrestling. Suite, entre autres, à l'incident et l'enquête interne de la bagarre une semaine auparavant contre Jungle Boy. Tony Khan a déclaré que CM Punk aurait menacé des gens qui avaient absolument rien à voir avec l'histoire, hein, des gens du staff, des gens apparemment essentiels au bon processus, au bon fonctionnement de l'Elite Wrestling. Et Tony Khan, il nous a même dit dans un communiqué, alors là, oral et beaucoup plus direct, on va dire, lors de Collision, qu'il en avait même peur pour sa propre sécurité. Qu'est-ce qu'il a fait CM Punk, la vache? C'est ouh! Alors évidemment, au niveau des rumeurs, au niveau des spéculations, ça part dans tous les sens. Il y a visiblement d'autres histoires qui remontent à la surface, notamment après le All Out de l'année passée, où il y a eu la première bagarre avec l'élite Kenny Omega et Bucks. La longue phase de suspension de CM Punk qui aurait peut-être pu déboucher sur un programme à la WWE. Ouais, il était prêt à arracher son contrat, à partir à la WWE, il voulait un programme avec Kevin Owens pour WrestleMania 39. Source Fightful Select, alors je pense en effet que c'était quelque chose de pas si déconnant. Bon, finalement ça s'est passé, il y a aussi d'autres trucs qui sont remontés, donc apparemment une altercation, là c'est je crois les mecs de Body Slam qui ont rapporté ça entre, à l'époque, CM Punk et William Regal quand il est arrivé chez All Elite Wrestling. Comme quoi, il voulait pas serrer la main de William Regal, CM Punk, parce que c'est un larbin de Triple H, et il avait pas confiance en lui, patati patata. En fait, CM Punk, il a été un peu entier sur plein de trucs, sur plein de principes. Il voulait pas travailler avec des gens qu'il n'estimait pas. Il y a un truc un peu bizarre avec CM Punk aussi, c'est qu'il a toujours condamné des trucs un petit peu trop oldies des vestiaires, genre le tribunal, le juge dans le vestiaire, ça doit se passer comme ça. Ok, ça c'est des bonnes choses. Mais d'un autre côté, dès lors qu'un mec parle un petit peu trop sur les réseaux sociaux et un petit peu sarcastique vis-à-vis de CM Punk, eh ben il se prive pas pour aller lui dire en face. Et c'est ce qui s'est également passé visiblement avec le frère de Dolph Ziggler et aussi avec un certain Jungle Boy, hein, qui en était pas à son premier coup de provoque vis-à-vis de CM Punk. Souvenez-vous de la conférence de presse qui avait suivi le pay-per-view, il avait battu Luchasaurus où lui aussi il mangeait des beignets, des conneries, etc. pour un petit peu vanner CM Punk. Apparemment le délire entre les deux partirait d'un angle à collision où Jungle Boy a pas voulu se faire write-off après un spot à travers du verre, parce que apparemment CM Punk lui dit ici on prend pas des spots à travers du verre, de la fenêtre, ce que tu veux. Et à All In, il y a eu un spot impliquant un pare-brise pété dans le combat avec Hook, et derrière, il aurait en effet chambré un petit peu CM Punk. Hein. C'était peut-être pas perceptible pour nous direct, mais apparemment, il y avait du sous-texte. Il fallait lire entre les lignes. Ce qui n'a pas plu à CM Punk, donc de ce fait, entre
le pré-show, le buy-in, le 0 hour, comme vous voulez, de All In, et l'opener, où CM Punk devait affronter Samoa Joe, il y aurait eu explication, un petit peu musclée, un petit peu virile, où d'ailleurs Samoa Joe a dû s'interposer pour que Punk il aille bien faire son combat derrière, et CM Punk il avait pas passé de bonne journée visiblement, parce que All Elite Wrestling ils l'ont fait arriver à Londres, mais ils ont envoyé personne pour aller le chercher à l'aéroport. Apparemment, il devait se démerder, prendre le métro tout seul. Il est pas, ouais, il a pas eu le service tout confort, on va dire. Ça craignait trop. Et je pense que c'est au final, pas une si mauvaise décision d'avoir dégagé Punk, même après lui avoir tout donné sur un plateau d'argent. C'est-à-dire, les mecs, ils l'ont repris après le drame de il y a un an. Et ils lui ont créé son propre show télé, quoi. Collision, c'était fait pour lui, tout tournait autour de lui. Apparemment, il était impliqué créativement pour un maximum de trucs. Et là, de ce fait, il n'y a plus Punk, parce que Punk, il fait pas une bonne presse. Avant toute chose, qu'il y ait des histoires backstage, il y en a, et il y en aura toujours. Il y en a certaines qui remontent aux oreilles des Dirt Sheets, et il y en a certaines dont on n'entendra jamais parler, ou on en entendra parler dans 10-15 ans. Mais à un moment, vu tout ce qui sort sur All Elite Wrestling, à chaque fois, ça concerne la toxicité de CM Punk, c'est peut-être pas une mauvaise chose, finalement. Alors quid de l'avenir? Parce que CM Punk, s'il y a des rumeurs à l'époque, comme quoi Triple H, il y aurait peut-être eu des intérêts, renouer le dialogue, est-ce qu'il ira à la WWE? Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas si c'est une bonne chose, je pense qu'il est pas compatible, quoi qu'il en soit, avec les personnalités un petit peu nouvelles et récentes, un peu rebelles, comme lui l'était à l'époque du côté de l'Elite Wrestling. C'est pas compatible. Il y a EC3 qui a tendu une main. EC3, il a dit qu'ils viennent bosser chez nous, à la NWA. On a des principes, on a des trucs pas trop mal. Donc, on verra bien. Peu importe. Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de retenir, c'est que le run de CM Punk nous a montré qu'il était encore capable de faire des choses bien. Créativement, il a fait des trucs très très cool. Maintenant, voilà, si l'atmosphère au travail, travailler ensemble, être professionnel, ce genre de truc-là, c'est un peu plus délicat, quelque part, tant mieux pour l'équilibre. Et puis, All Out a prouvé, je pense, que on n'a pas besoin de CM Punk du côté de l'Elite Wrestling pour écrire de bonnes histoires. Et faire un grand show à Chicago. Et on est parti. Parlons catch. J'ai pas vu le 0 hour, apparemment c'était pas mal. Bon, j'en sais rien, je l'ai pas vu, je sais qu'il y a eu Dennis Rodman, voilà. C'est tout ce que je retiendrai. Dennis Rodman à Chicago impliqué dans un spot. Premier combat de la soirée. Adam Cole, bébé, et le champion MJF. Enfin, le champion MJF qui défend pas de se fait sa ceinture à All Out. Mais il défend les championnats par équipe Ring of Honor contre le Dark Order, Alex Reynolds et John Silver, qui ont tourné heel quelques semaines auparavant sur un certain Hangman Page. Alors le heel turn de John Silver et d'Alex Reynolds, j'en suis pas hyper fan, parce que je trouve que John Silver est un catcheur qui avait un incroyable capital sympathie, et je pense, en tout cas j'estime, qu'on n'a pas suffisamment exploité le délire babyface du Dark Order. En tout cas, c'est comme ça. 14 minutes de match, et l'histoire de Better Than You Baby, à part que c'est une bromance totalement géniale et qu'il y a un autre truc qui va se développer, je pense, dans les semaines à venir autour de Roderick Strong, c'est que c'est une parodie de catch par équipe. Et il y a un petit truc qui a tendance un petit peu à me fatiguer déjà dans le délire double clothesline, etc. C'est qu'on suraccentue les codes de ce qui a bien marché autrefois dans des combats par équipe, mais là on fait tout d'un coup, c'est-à-dire que MJF il est fatigué déjà de ce qu'il a pris à All In, donc ils ont fait tout un angle plutôt bien foutu, où il s'est pris un coup de chaise derrière la tête et il a été exclu du match pendant quelques instants, et Adam Cole pendant ce temps-là est Fighting Spirit, il a réussi à gérer en 2v1, alors l'in-ring est très très bon parce qu'en face Alex Reynolds et John Silver c'est pas des peintres, et le comeback est un peu capillotracté de MJF, on fait la double clothesline, on gagne comme ça, les gens sont contents. Ok, soit. Et d'ailleurs, tiens, comme pour Payback, je donnerai toutes mes notes à la fin du show. Ça a mis le public dedans. C'était un match ok, décent. C'est pas du tout les valeurs des championnats par équipe de Ring of Honor depuis des années. Au moins, on fait souffler MJF. La star est apparue. Et en plus de ça, la star derrière, elle va donner un petit peu de matière pour la suite. Puisque, vous le savez, il y aura un tournoi pour élire un challenger numéro 1 pour fin septembre pour le New York Ashie Stadium, là, le grand stade de 20 000 personnes qui font chaque année à New York à la fin du mois de septembre. En fait, MJF, sur le chemin du retour, il a croisé celui qui allait faire son match après, et c'était nul autre que monsieur Samoa Joe, l'actuel champion télé de Ring of Honor. Et il y a eu bousculade. Il y a Samoa Joe, en croisant MJF, il l'a tapoté, il l'a bousculé. Et là, les gens, ils ont fait « What? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'est quelque chose de super référencé. Samoa Joe, à l'époque où il était champion NXT, quand MJF il avait fait des try-outs du côté de NXT, il avait joué un agent de la sécurité qui conduisait Samoa Joe au ring, et il s'était fait repousser, plaqué contre le mur du couloir là, et de ce fait il y a storytelling. Et là, s'il y a un MJF, Samoa Joe qui se profile
pour je sais pas quand, Wrestle Dream, là, qui aura lieu le 1er octobre, ou en weekly, ou peu importe, on est sur déjà de l'écriture plutôt cool. Et là, moi, j'ai totalement oublié, à la suite d'un potentiel programme avec CM Punk, on s'en fout, donnez-nous quelque chose de frais. CM Punk, MJF, en réalité, on l'a déjà eu, et c'était super. Mais là, s'il peut y avoir Samoa Joe, qui nous claque des mêmes promos, les mêmes dingues, dans le haut de la carte du côté de l'Elite Wrestling qu'il avait fait à l'époque quand on lui a donné sa chance à la WWE. Allez, allez, on est parti. Second combat de la soirée, pour le coup c'était un combat qu'on n'attendait absolument pas en pay-per-view. Samoa Joe défend le championnat TV de Ring of Honor contre Shane Taylor. Alors Shane Taylor, il avait remporté un tournoi pour être aspirant au titre de Samoa Joe, mais Shane Taylor, il avait également perdu, moi je me souviens bien de ça, d'un combat contre Dalton Castle pour être aspirant numéro 1 à ce même titre, que Dalton Castle, lui, a perdu dans le pay-per-view Ring of Honor Death Before Dishonor. Donc Shane Taylor, il n'a jamais été véritablement considéré dans la nouvelle Ring of Honor. Par contre, c'était un personnage très important de l'ancienne Ring of Honor avant que Tony Khan rachète. Et c'est pas un mauvais worker, c'est pas un mauvais bougre, ça s'est pas mal tapé dessus pendant pas longtemps, moins de 7 minutes, parce que visiblement on fait pas non plus une immense confiance à Shane Taylor, mais c'était suffisamment bien pour construire un Samoa Joe très crédible qui a pris une grosse victoire très importante. Il a fait abandonner Shane Taylor. Moi j'ai bien aimé ce combat, j'ai passé un chouette moment devant. Ça m'a pas gâché quoi que ce soit au niveau de la suite, de l'appréciation globale du pay-per-view. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé globalement sur All Out, c'est qu'on n'a pas commencé sur les chapeaux de roue. Et en Elite Wrestling, des fois, ils nous mettent un opener un peu dantesque, ils nous mettent un second et un troisième match où là tu te dis, mais qu'est-ce qui va passer après ça, tout est trop bien. Non, là on y va un petit peu crescendo, et quelque part tant mieux. Bon match, bonne présentation globale de Samoa Joe, qui peut avoir des bons matchs, que ce soit contre des poids moyens, mais également contre un poids lourd contre Shane Taylor. C'était parfait pour le mettre en valeur. Alors Shane Taylor, on l'oubliera peut-être dès demain, mais il a fait le café. Et franchement, j'ai envie de lui tirer mon chapeau. Bravo, monsieur Taylor. Championnat TNT, Luchasaurus le champion, et pas Christian Cage, même si c'est lui qui se balade avec la ceinture, c'est pas Christian Cage le champion TNT. Ben non, hein, on s'en fout, de toute façon Christian Cage il va pas venir râler sur cette chaîne, il parle pas français Christian Cage. C'est pas lui le champion, c'est Luchasaurus qui défend contre Darby Allin. Alors Darby Allin, il avait dit en interview que là son dos le fait souffrir, le mec chute sur des cercueils, il chute sur du gravier, il chute sur trop de trucs qui le mettent en danger, pauvre garçon, et là il avait besoin peut-être un peu de souffler. Mais non, il peut pas souffler, puisqu'il avait obtenu sa chance pour être aspirant numéro 1 au championnat TNT, le championnat TNT de Luchasaurus, et il a fallu construire un match derrière, où vous vous doutez bien, Darby Allin, il va mourir pendant ce combat, il va prendre très très cher contre un Luchasaurus qui catch, comme Kane, hein, il y a 15 ans. Voilà. Il catch comme Kane il y a 15 ans. On sait que Luchasaurus, il peut sortir de temps en temps une petite dinguerie, un petit salto arrière, un petit coup de pied retourné. Mais là, non, en fait, on le fait catcher vraiment tranquillement, avec Christian Cage qui lui donne les consignes, et surtout un Darby Allin qui vend très très bien. Et ben écoutez, moi la formule, elle m'a totalement convaincu pour ce combat-là. C'est un Darby Allin qui a pris cher, sans prendre trop cher non plus, pour penser quand même un petit peu à sa santé. Et il a eu les super comebacks, parce que, à la différence de Kane, il y a 15 ans, notre bon ami Luchasaurus, il est capable d'enchaîner, de prendre par exemple des codes raids de la 3ème corde. Et ça, c'est stylax. Ah, ça, c'est trop cool. Les retours de Darby Allin, ils sont super bien. On a un petit peu utilisé le petit Nick Wayne avec Christian Cage, voilà, parce qu'il y a toujours les affaires des papas avec Christian Cage. Et Christian Cage, il a vraiment lui aussi développé un truc qui nous fait marrer. Hein. C'est plutôt très très fun. Et Luchasaurus a gagné à la fin. Voilà. Comme ça, on continue le délire avec Christian Cage qui continue d'arborer le championnat TNT qui lui appartient pas. Darby Allin, il a pas su aller jusqu'au bout. Il a un petit peu trop grid. Darby Allin, il s'est fait avoir, il s'est mangé 3 tombstones d'affilée, puis la Enzo Lariat. C'est vrai que bon, c'est peut-être pas suffisant, 3 tombstones, il faut rajouter une Enzo Lariat dans la nuque. Et victoire de Luchasaurus, qui reste champion TNT. J'espère, je prie de tout cœur que Wardlow ne revient pas bientôt. Ouais, qu'on laisse un petit peu Luchasaurus avoir d'autres challengers, notamment du côté de Collision, où il y a des Miro qui attendent, des Powerhouse Hobbs, des Andrade, pourquoi pas, alors qu'on laisse faire là-bas. 4ème combat, j'enchaîne un petit peu plus vite, mais ça c'est un combat que j'ai surkiffé, vraiment surkiffé. Pourquoi? Grâce au public qui s'est investi comme Jaja. Derrière, Miro contre Powerhouse Hobbs. La storyline, c'est juste deux gros mecs qui veulent se rentrer dedans. Voilà, c'est de la viande qu'on frappe. Et ça va être le délire de tout le match. Les gens vont claquer meat, la viande, dans tous les sens. Meat, slapping meat, on se baffe de la viande dans la tête. Chaque fois qu'il y a un coup, les gens crient meat. Meat forever, viande pour toujours. C'était trop bien.
Et c'est là où le public de l'Elite Wrestling est très très fort, mais même mes exigences, hein, mais généralement quand je regarde du catch, même si c'est... Je suis sûr et certain que le match dans un autre contexte, tout le monde aurait dit il pue du cul, etc. Mais non, le public en fait, il a transcendé totalement l'atmosphère de ce combat, et de ce fait, Miro, lui, comprend ça. Miro, lui, il capte, il réagit, il sur-réagit même à plein de moments où il fait des gros comebacks. Il y a des cordes à linge, il y a des dropkicks, des fois les mecs ils montent sur les dropkicks, les super kicks aussi de Miro sont super bien, et j'ai oublié de dire que Miro était très beau. Miro va gagner, Miro gagne clean, il fait abandonner Powerhouse Hobbs, alors Hobbs à un moment il s'en sort, hein. Putain il relève Miro, il arrive à le rabattre, il lui classe sa Spinebuster mais pour un compte de 2, Miro derrière il arrive à renchaîner ses trucs et plaf, game over. On n'en parle plus, Hobbs il abandonne, les mecs se serrent la main, les mecs ils se sont serrés la main, ça m'a fait penser au même, tu vois, des deux mecs qui s'attrapent la main comme ça, clac. Myth versus Myth, et bah finalement, non, Hobbs il se venge, il rattaque Miro derrière. Comme ça, le programme peut se poursuivre. Et, élément scénaristique à prendre en compte pour la suite, il y a Lana. Oui, Lana, enfin, CJ Perry, de son vrai nom, on peut plus l'appeler Lana du côté de All Elite Wrestling. Lana, elle est venue faire le save pour Miro. Bon, Lana, elle a mis un coup de chaise dans le dos de Hobbs, mais Hobbs, il s'en foutait un petit peu, il a intimidé Lana, mais ça a permis à Miro de revenir derrière et de chasser Hobbs, mais Miro, il a pas fait un câlin à Lana. Non, il n'y a pas de câlin, au contraire, c'est un peu la kryptonite, hein, on le sent, hein, de Miro, Lana dans les parages, aïe aïe aïe, ma femme, je la respecte trop. Oubliez pas, hein, le mec, le redeemer, hein, il est prêt à renoncer au plaisir charnel de sa femme pour accomplir la volonté du tout-puissant là-haut, on sait pas trop, hein, c'est bizarre. Donc c'était un bon moyen de ramener Lana, je trouve. Au moins, elle est là, et ça donnera encore un petit peu plus de profondeur, de substance, sans que ça soit un rappel de ce qui s'était passé à l'époque du côté de WWE. Tant qu'on n'a pas des sketchs avec Lana qui se réveille dans une chambre d'hôtel avec Hobbs et qu'elle se fait masser le mollet, qu'elle lui renverse de la mouche sur le pif, ça me va très bien. Ça me va très bien. Excellent match, bravo All Elite Wrestling. Et ben pour une fois, les filles, elles sont pas passées après un immense banger. Elles sont passées devant un truc qui était très très cool vis-à-vis du public. Elles sont pas passées derrière un match des Bucks ou d'Omega. Non, non, Chris Statlander contre Ruby Soho pour le championnat TBS. Il n'y a pas une construction zinzin, hein. Toute l'histoire du match, c'est Ruby Soho, elle a eu son opportunité d'affronter Statlander. Ruby Soho, c'est la seule des Outcasts qui n'a pas été championne solo. Alors on est parti, tu vois, on a un match de catch entre deux catcheuses qui ont aucun problème à faire de la bonne action dans le ring. Et ben on va voir de la bonne action pendant 12 minutes. J'aurais même aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais tout ce qui a été présenté dans le ring était assez correct. Avec, en plus de ça, Saraya qui fait un super boulot, la championne woman, pour essayer de faire pencher la balance en faveur de Ruby Soho. Derrière Statlander, elle assure babyface, combative, et elle finit par remporter la victoire. Alors d'une manière un peu surprenante, un peu étonnante, puisqu'après s'être dégagé du finish de Ruby Soho, c'est Toni Storm qui va empêcher Ruby Soho d'utiliser la petite bombe pour aveugler tout le monde. Alors Toni Storm, elle est en état de grâce depuis quelques semaines, est-ce qu'elle tourne face, j'en sais rien, mais en tout cas les Outcasts, ça semble être mal barré pour la suite. Toni Storm, là, et son cosplay incroyable de Marilyn Monroe, ça m'éclate de ouf. Mais j'ai un peu peur que les Outcasts, j'adorais le clan des Outcasts, ça se split hein, du côté de All Elite Wrestling. Bon, ça a permis à Chris Statlander de remporter la victoire. Statlander, elle refera des Open Challenge toutes les semaines sans... C'est un peu triste, hein, pas beaucoup d'intérêt. Sauf quand elle affronte quand même des catcheuses qui assurent grave. Bon, il y a toujours un gros problème hein, autour de la division féminine, plus dans la manière dont c'est écrit, dont c'est booké. C'est juste match, et là on a besoin tu vois, d'un petit peu plus de substance, de storytelling, je pense en tout cas du côté de All Elite Wrestling, pour investir à 100% le public. Alors attention, là les gens étaient investis, le match était très cool, mais on a aussi deux des meilleures workers l'une face à l'autre de All Elite Wrestling, donc à partir de là, ce serait dommage que ça ne fonctionne pas. Ricky Starks, le mec, il était censé affronter CM Punk pour le véritable championnat All Elite Wrestling. Maintenant, il n'y a plus d'histoire de véritable championnat. Le vrai champion, c'est MJF, et maintenant, c'est indiscutable. Donc, Ricky Starks, il affrontera pas Punk, mais il affrontera quelqu'un d'autre. Il fait un strap match, et il avait normalement peut-être prévu ce strap match contre le Dragon, hein, le Dragon Ricky Steamboat. Ils avaient préparé les contrats, etc. J'affronte le Dragon, mais Ricky Steamboat, il a fait, t'affronteras le Dragon, mais on n'a jamais stipulé que c'était moi le Dragon. Le Dragon, c'est Bryan Danielson, qui est de retour. American Dragon, Bryan Danielson. Putain, à une semaine près, on l'a raté à All-In. Mais il est de retour pour l'out. Il arrive bien, il tombe au bon moment. On a plus CM Punk. Ah, Bryan Danielson, il débarque. Et Bryan Danielson, on le sait, lui, il va se battre avec personne backstage. Alors, Tony Khan, il a refait un gros chèque. On a eu à nouveau Final Countdown d'Europe. Et c'est fantastique, hein, c'est fantastique. Là, ça y est, les gens, ils sont encore plus à fond dedans. It's the Final Countdown. Émotion et tout. Enfin, bref, Danielson, c'est un des meilleurs pour ça. Et Danielson, il avait fait une super promo. Je sais plus si c'est dans le pré-show ou à Collision ou peu importe,
où il avait dit, imaginez quand même, là où je vais faire un strap match contre un mec que j'aime pas. La dernière fois que j'ai fait un strap match, c'était contre un mec que j'aimais bien, hein, c'est coucou Bray Wyatt. Paix à ton âme, hein, c'est toujours dur, hein, punaise. Bref, j'avais fait un strap match contre un mec que j'aimais bien, et vous avez vu comment on s'est foutu sur la gueule. Et c'est vrai que le strap match contre Bray Wyatt, c'est peut-être le plus grand match de la carrière de Bray Wyatt. Hein, bravo Danielson, hein, c'est une stipu qui est un peu faite pour lui. Donc on est parti, c'est la violence. Alors, parlons de violence. Ricky Starks contre Bryan Danielson, c'est peut-être l'un des combats les plus violents de la soirée. Si vous voulez, les 5 premiers matchs, on a eu une carte plutôt sympa, tu vois, sympa, mais pas pour autant mémorable. Là, on est monté vraiment d'un niveau. On est remonté au niveau All Elite Wrestling dans les états de grâce. Bon, coup de gueule, cela dit. Alors, c'est pas le sang. Moi, je m'en fous, le sang. Moi, le sang, ça existe depuis des années dans le catch. C'est juste qu'il y a une génération de fans de catch qui a peut-être pas été habituée au sang. Le sang, c'est peut-être un petit peu trop violent. Parce que WWE, ils ont eu une politique anti-sang pendant des années. Merde, moi, c'est con. J'ai grandi avec le sang limite à outrance à l'époque de l'Attitude Era. Bon, il n'y en a pas eu pendant quelques temps, il y en a toujours eu dans le circuit indépendant. Bon, moi, le sang, ça m'a jamais choqué outre mesure. Mais il y a un truc que j'aime pas. Il y a un truc que j'aime pas, qui a plus tendance à me choquer que le sang. Et All Elite Wrestling, j'ai l'impression qu'ils en abusent beaucoup. C'est les étranglements avec des objets. Ouais, façon pendue, etc. Ça, j'ai toujours un peu plus de mal. Alors des fois, ça fait des images incroyables. Hein, parce que dans les séquences, dans l'émotion, dans le feu de l'action... là, il y en aura pas mal là, entre Bryan Danielson et Ricky Starks. Ouais, des fois, ça rend super bien. C'est incroyable. Mais des fois, je suis pas bien. Des fois, c'est... Alors, au-delà de ça, au-delà de cet aspect, Bryan Danielson contre Ricky Starks, pendant 16 minutes, ça utilise le strap de la plus belle des manières qui soit. Alors, c'est hyper inventif, ça se met des grands coups de strap dans la figure. Il y a même le tout début de match que j'ai trouvé génial, parce que quand Bryan Danielson il pisse le sang, c'est pas sans raison, c'est parce que le match n'a pas encore commencé, et Ricky Starks s'est saisi de sa propre ceinture à lui, il a frappé Danielson avec la boucle de sa ceinture. Là, tu peux pas mieux justifier, tu vois, le Crimson Mask, le sang là sur la gueule de Danielson. Danielson, de toute façon, lui, il aime bien quand ça jute un petit peu. Hein. C'est un peu pour ça qu'il a signé chez All Elite Wrestling, c'est parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas saigné, qu'il n'a pas eu le goût du sang sur le visage. Ça décuple ses intentions, ça décuple ses sens. Et ça se ressent dans le ring, hein, parce que bordel, pendant 16 minutes, c'était ultra intense, ça s'est bien rentré dedans. Et j'ai absolument rien à redire après sur l'exécution globale de ce match, que je comprends juste pas trop. C'est que Ricky Starks était peut-être sur le point de devenir un immense babyface. Ils l'ont fait retourner heel pour CM Punk, et finalement, bon, il est très très bien heel aussi, mais c'est pas lui qui va briller à la fin, c'est bien entendu Danielson qui va remporter la victoire après avoir fait pass out Ricky Starks dans un étranglement. Alors là aussi, hein, la prod est zinzin. Hein, la prod, le selling de Ricky Starks, la manière dont il a les yeux grands ouverts là, au moment où il se fait étrangler et qu'il résiste, etc., jusqu'à un moment faiblir, pass out, tomber, plus Danielson, plus la réaction avec le public et tout. Non, là c'est produit, c'est grandiose. Je sais que c'est un des matchs préférés, je crois que c'est le match le mieux noté sur Cage Match, vous verrez ma note à la fin. C'est pas le match que j'ai le mieux noté, moi, à titre perso, comme je vous dis, il y a 2-3 petits trucs qui me dérangent, mais globalement, on a fait basculer ce All Out dans une autre dimension. Après ce match-là, là il se passe un truc. Les gens ont été transcendés, on a été touchés par un état de grâce. Bravo à l'Elite Wrestling. Bravo encore une fois pour un tel bijou qu'on n'attendait pas du tout à moins de 24 heures de l'événement. Ça a peut-être sauvé toute la carte, ce truc. Merci à vous. Merci beaucoup. Derrière, on a un filler pour souffler. Match tag. Alors, pour souffler entre deux mecs qui se haïssent littéralement. Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta du Blackpool Combat Club contre notre bon ami Eddie Kingston qui a trouvé un partenaire de choix en la personne de monsieur Katsuyori Shibata. Alors bon, Shibata, c'est plus comme en 2017 bien sûr, c'est un Shibata qui a plus le même prestige, en tout cas aux États-Unis ça marche pas aussi bien qu'au Japon. Alors moi j'ai vu Shibata la semaine dernière du côté de Rev Pro, j'étais comme un gamin. Hein, parce que voilà, Shibata, je suis obligé de repenser à tous ces trucs un peu mémorables du côté de New Japan, dont notamment, bah oui, Tomohiro Ishii en 2013 et tous les combats qui ont suivi. Il y a également Okada, il y a Tanahashi, il y a des trucs sensationnels, Hiroki Goto, enfin bref, voilà, c'est Shibata. C'est un des premiers des 3 nouveaux mousquetaires du début des années 2000. Là, il a fait le taf. Shibata, il prend un mec en soumission, il prend le deuxième en soumission, il tape, il se fait taper dessus, il leur demande, etc. Voilà, c'est très carré, Shibata, mais ça a perdu, on va dire, de son immense prestige. Puis là, surtout, c'est pour un match filler. Alors, en revanche, Castagnoli et Eddie Kingston, donc eux, ils vont se haïr jusqu'à la mort. Et la seule chose notable, parce que je retiendrai pas grand chose au final de ce match, à part que c'était correct, c'est que c'est Castagnoli, il a gagné avec une manchette à l'européenne. Voilà. Il a surpris son nom de manchette à l'européenne 1, 2, 3 sur Eddie Kingston, pendant que
Shibata, il était occupé à faire un slipper de l'autre côté sur Wheeler Yuta, lui qui a été une bonne main pendant tout le combat. Je suis content qu'on ait un combat de catch qui se termine sur une manchette à l'européenne, bien violente, bien stiff, de la part de Claudio Castagnoli. Impeccable, voilà. Le filler, il fallait passer à autre chose, 15 minutes, on souffle un petit peu, on se remet les idées en place et on passe à la suite, c'était décent. Là, on a un gros morceau. Et là, c'est un gros morceau parce que là, ça fait des semaines que c'est travaillé. Konosuke Takeshita qui a tourné il a Don Callis dans son coin. Don Callis, les gens le haïssent. Voilà, là, ils ont trouvé leur manager Hill qui en fait des caisses. Les gens le détestent, ils le haïssent. Voilà, contre Kenny Omega, l'homme qui a été trahi. On va faire tous les petits rappels, voilà, subtils à toute la storyline. Et surtout, Konosuke Takeshita contre Kenny Omega. Il y a une trahison qui est encore un petit peu plus forte. C'est que Konosuke Takeshita était un disciple de Kenny Omega et de Kota Ibushi à l'époque du côté de DDT. Le gamin, il catch depuis qu'il a l'âge de 14 ans, il a toujours idolâtré Kenny Omega, il l'a jamais battu par le passé. Là, on installe quelque chose, et puis surtout, Kenny Omega, on se doute, qu'il va se mettre en 10 pour faire briller le petit Konosuke Takeshita, parce que c'est jamais simple quand on a un japonais de percer et d'atteindre vraiment un statut de grosse superstar aux États-Unis. Il y a le prisme du Japon qui aide beaucoup, quand t'es Kazuchika Okada par exemple, mais les Japonais, c'est bien connu aux États-Unis, il y a une espèce de plafond de verre, c'est pas la même aura que dans leur pays. Bizarre, ça a fonctionné que dans de trop rares occasions. Alors, Omega, est-ce qu'il a fait le taf? Eh ben, il y a toute une première partie de match où c'est un peu du à toi à moi, la technique elle est plutôt bonne, il y a un truc qui nous fait très peur, c'est le backdrop driver, où Omega il se plante sur la tête dès le départ, et c'est un super cut-off, parce qu'à partir de là, Konosuke Takeshita, il développe, tu vois, il développe son catch. Omega, il a 2-3 comebacks, il fait son salto à l'extérieur, tout ça, mais finalement, il est plutôt dominé. Et on est là aussi, on a réussi à monter crescendo, à la violence, tu vois, des V-triggers, des coups d'avant-bras de Konosuke Takeshita. Il y a eu un petit peu de gruge avec Don Callis, mais bon, voilà, des trucs un petit peu sympas avec... on a placé des chaises sur Omega, Takeshita, il fait une pleine chat à l'extérieur du ring, hop, il retombe sur Omega, les chaises et tout, ok. Mais c'est resté... Ouais, assez sympa, tu vois, assez ok. On a gagné en drama quand ils ont commencé à faire des prises depuis les 3e cordes. Omega, il voulait claquer, je sais pas, il voulait faire son finish depuis la 3e corde, il était contré, et quelque part tant mieux. Mais Takeshita, derrière, lui, il fait Blue Thunderbomb de la 3e corde, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas deux mecs faire les moves de Takeshita. Le mec, en termes de prise de rythme, en termes d'esthétisme, de toute la manière dont ses moves sont portés, plus le selling de Kenny Omega, ça régale. C'est vraiment très chouette à regarder, de la bonne action tout le temps, à toi, à moi, du suspense, et on a mis le petit côté overbooking à la toute fin quand Don Callis, vu que Takeshita il fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de gagner, il n'arrive pas à gagner, il y a Daniel Foll de zinzin, Callis il décide de sortir l'outil de la trahison, à savoir le tournevis, et il veut planter Kenny Omega. Oui, il veut l'assassiner. Kenny Omega, heureusement, il esquive, il y a le tournevis qui se plante dans le ring, c'est incroyable, et c'est Takeshita qui va réussir à récupérer ce tournevis, l'arbitre va le gauler. Je me suis dit, oh putain, la justice, incroyable. Mais finalement, Takeshita, c'est le plus fort. Il a gagné grâce à son catch. Il a gagné grâce à un immense coup de genou, une espèce de kamigoye, là où il a enlevé la protection de son... enfin, il a enlevé sa genouillère, tout simplement. Il a buté Omega. Et il a battu Omega de ce fait sur le move final. Tu peux te laisser dire, ouais, c'est clean, quoi. C'est... Waouh! Alors oui, c'est parfait pour essayer de builder Konosuke Takeshita. La star, je pense que ça reste encore Kenny Omega, quoi qu'il en soit aujourd'hui, ça va pas le mettre crédible tout de suite, tout en haut de la carte. Takeshita, je pense qu'il faudra faire encore d'autres choses, peut-être d'autres victoires à aller chercher. Est-ce qu'il doit aller taper tous les membres du clan, à savoir Hangman Page, Kota Ibushi, tu vois, dans des 1v1 pour se dire, ok, le mec il est légitime à 100%. Mais quoi qu'il en soit, là ils ont fait l'effort, ils ont fait le véritable effort de le construire très fort sur un match. Il y a Callis derrière, mais je pense qu'il manquera quand même un petit truc là pour Takeshita pour s'envoler. Je suis quand même hyper hypé pour la suite. Pareil, gros banger, il faut souffler. Alors là, c'était absolument pas un match pour souffler. On a mis un multi-man match 4 contre 4 avec d'un côté le Bullet Club Gold, Jay White, Joyce Robinson, que j'adore. Chez All Elite Wrestling, la Joyce Robinson, c'est plus le même. Et les Fist Gun. Les Fist Gun qui ont gagné 10 points de charisme depuis qu'ils sont Bullet Club Gold et qu'ils ont leur entrée là où ils crachent de l'eau et tout. C'est super. Ils font face aux Young Bucks qui ont été copieusement hués par une grosse partie du public. Parce que voilà, Chicago, tout ça, donc c'est pas encore acquis à leur cause. Mais il y a une grosse partie par contre du public aussi qui les adorait. Et les Young Bucks, ils font équipe avec FTR. Alors c'est pas bien passé, c'est pas bien fini. FTR, Young Bucks, après All In, on n'a pas voulu se serrer la main à la fin. Les Bucks, ils font un petit peu leur boudin. Par contre, là, le match, il a été hilarant parce que les mecs, en fait, se sont prêtés des copains pour faire leur move en équipe. C'est-à-dire que Dark South, il s'est retrouvé à faire un BT Trigger. Matt Jackson, il a été impliqué dans un Big Rig. On s'est bien marré là-dessus parce qu'ils se sont un petit peu échangé leur rôle.
Et globalement, le match est hyper spotty, c'est hyper agréable. Les guns, ils sont jamais à la bourre. Hein, Parce que dans ces matchs-là, tu vois, hein, les mecs qui ont de la bouteille ou pas, et là, t'as un mec comme Colt Gun qui a commencé le catch littéralement du côté de l'Elite Wrestling. Colt Gun, il est à la bourre sur rien. Hein. Colt Gun, il est dans tous les bons spots. Austin Gunn, pareil. Joyce Robinson, il me régale. Joyce Robinson, la tête à claque, t'as envie de le détester, de lui mettre des baffes, et là, du côté de All Elite Wrestling, c'est parfait. Chez New Japan, j'avais aucune raison de vouloir lui mettre des baffes, et pourtant j'en avais envie, mais là j'ai envie de lui mettre des baffes. Et Jay White pue la star, il pue le charisme là. Ça va trop loin. Là, Jay White, dans la manière de bouger, de se mouvoir, il va falloir mettre Jay White en orbite à un moment donné du côté de All Elite Wrestling, pas attendre que le mec fasse que des 4 contre 4, des 3 contre 3. Par pitié, Jay White, il va falloir envoyer ça très très haut. Surtout si le futur collision s'est tourné autour de Bryan Danielson, pourquoi pas faire du Danielson-Jay White. Je pense que c'est un match que beaucoup rêveraient de voir, et dont moi, donc je marche dans le train. Les bonnes personnes ont gagné, à savoir le Bullet Club Gold. Ah oui, le Bullet Club Gold, pendant que c'était le gros dawa, Jay White, plus malin, il a réussi à foutre son finish sur Cash Wheeler, et c'était un des fiscus qui était les gars, il a été faire le tomber derrière. Voilà, 22 minutes. Pas un match pour souffler, hein, parce qu'en réalité l'action était vraiment trop bonne. Hein. Il nous reste plus que le main event derrière, mais le 4 contre 4, il est à voir. Je l'oublierai pas celui-là, parce que c'était vraiment de l'action très fun avec un public chaud patate. Et puis allez, il nous reste le main event, Jon Moxley Challenge Orange Cassidy pour le championnat international. Quelle bonne idée d'avoir renommé ce titre le championnat international, parce que All Pacific... Non, là, All Atlantic, c'était All Atlantic, All Pacific, je sais plus. International c'est bien. International, et surtout le titre, il a été sublimé par Orange Cassidy qui a fait 31 défenses de ce championnat. Là, c'est sa 32e. Le mec est en état de grâce. Depuis quelques semaines, Orange Cassidy, c'est plus du tout... c'est un catcheur comédie. Il met ses mains dans ses poches, etc. Non, le mec, il est fighting spirit à fond la caisse, quoi qu'il se passe, même s'il gagne à la fin comme une raclure avec un roll-up. Orange Cassidy, quel incroyable talent. Le mec m'a véhiculé des émotions comme personne au courant de ces dernières semaines. Et là, de le voir dans le main event de All Out contre celui qui est l'incarnation de la violence, il n'y a plus à tortiller, là, c'est Jon Moxley. Jon Moxley, il arrive, tu sais qu'il va y avoir des effusions de sang, que les mecs vont passer un sale quart d'heure et que le mec va jamais, ô combien jamais, retenir ses coups. Hein, c'est pas parce que c'est Orange Cassidy, il est rigolo, il met ses mains dans ses poches, non. Moxley, lui, il arrive, il met des coups d'avant-bras, il défonce, rien à faire. Et Orange Cassidy, il va payer très cher dès le début de match. Hein. Il va pisser le sang dès le départ parce que l'autre il tape très fort. Et tiens, un match où Moxley, lui, il a jamais saigné. Ah bah bravo. 20 minutes. J'ai vraiment rien à redire sur le combat. Il est mythe parfait du début à la fin. Hein. Que ce soit la prod vidéo, parce que déjà le plan de départ sur la main d'Orange Cassidy, parce qu'il en a marre de mettre ses Orange Punch. À chaque fois, il a la main qui gonfle de plus en plus. Il a mal au poignet. Les mecs lui pètent la main à chaque match. Et il continue quand même d'aller avec ses Orange Punch et de se mettre de plus en plus en danger. Derrière, tu vois Jon Moxley qui est déter et qui va rien retenir. Tout est génial, tout est super. Le fighting spirit, les near fall, même la manière dont les mecs se dégagent, parce que Orange Cassidy, ce qui est aussi cool dans la psyché de son personnage, c'est que le mec est nonchalant. Donc même quand il se dégage dans des moments critiques, c'est avec énormément de nonchalance. C'est juste, je bouge une épaule, et comme je l'ai à peine bougé, l'autre il doit être vénère, punaise, il a bougé son épaule. Et j'ai retrouvé dans ce combat-là, dans le fighting spirit justement d'Orange Cassidy, ce que j'avais adoré il y a quelques mois auparavant avec Wheeler Yuta et Jon Moxley, parce que Moxley il est capable tout simplement de builder des mecs en 2-2 quoi. Hein, à force de taper dessus et de leur permettre de se dégager à des moments un petit peu clés dans les combats, et la manière aussi dont Moxley acte le fait que les gens se dégagent de ces mouvements les plus dévastateurs, je vois des Godstyle Pile Driver, son DDT là où il planque les mecs sur la tête et tout, tu te dis mais c'est pas possible, tu vois, Moxley, j'affronte qui là, les mecs sont zinzin à chaque fois qu'ils m'affrontent, ils veulent rien lâcher quoi. Bah c'est ça, tu vois, qui anime vraiment le feu sacré, tu vois, de ce combat, du fighting spirit, et le mec, il a taffé de ouf Orange Cassidy pour véhiculer de l'émotion, alors que le mec... Son gimmick, c'est d'être impassible. Et le mec véhicule de l'émotion. Il est trop fort. Au final, la logique est respectée. Moxley gagne et devient le nouveau champion international. C'est-à-dire qu'on referme ici, tu vois, un arc totalement fou d'un champion fort qui a défendu son titre plus de fois que Roman Reigns en plus de 3 ans. Et on va me dire que je balance gratuitement une petite torpille à Roman Reigns, parce que oui, c'est pas le même prestige. Les mecs contre qui il a défendu le titre Orange Cassidy, j'en ai bien conscience. Mais le mec, il a toujours défendu, il a toujours trouvé un moyen de rester champion, donc à la fin quand il perd le titre, c'est très fort, et en plus de ça au Elite Wrestling, ils le mettent en
main event, tu vois, d'un pay-per-view. Super. Le titre international, il est monté, tu vois, dans la hiérarchie, et là, avec Moxley en plus de ça qui le possède désormais, il va falloir aller le chercher. Surtout ce Moxley-là, surtout le Moxley qui à la fin est rejoint par le Blackpool Combat Club, avec Castagnoli, avec Wheeler Yuta, et surtout avec putain de Bryan Danielson, qui lui est le seul babyface des trois, des quatre, pardon, mais qui peut retourner il en un instant dès lors qu'il va lui aussi ressortir un tournevis et dire à tout le monde que c'est des amateurs, quoi. J'ai pas pensé une seule seconde à CM Punk en regardant All Out. Bah bravo, c'était super, j'ai passé un excellent moment. Et je vous donne mes notes. Championnat par équipe Ring of Honor, on va mettre un bon 2-3 quarts, je vais pas aller au-delà, je vais pas réussir à aller jusque 3, je vais vite oublier. C'était bien exécuté, les gens étaient contents, une bonne mise en bouche, mais c'est sublimé même par l'angle d'après-match avec Samoa Joe, c'est pour vous dire. En revanche, bah, je vais mettre un bon 3 quarts à Samoa Joe contre Shane Taylor en 6 minutes, j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans le ring, et Samoa Joe en est ressorti très très fort. Bravo Samoa Joe, et j'ai hâte de voir Samoa Joe contre MJF. 3,5 pour Luchasaurus contre Darby Allin, parce que chacun des comebacks de Darby Allin est super bien joué, et je suis jamais gêné par les différences de gabarit avec Darby Allin, il arrive vraiment à compenser ça par son style de catch, même si Luchasaurus il lui met 2 têtes et 40 kilos, ça passe quand même, 3,5, facile. Miro Powerhouse Up, ça sera mon premier 4 étoiles de la soirée. Pourquoi je mets 4? Parce que généralement un match à qui je mets 4 étoiles, c'est un match que j'oublie pas. Et Miro contre Power Up Subs, je risque pas de l'oublier pour cette ambiance totalement zinzin. Et encore une fois, hein, j'insiste, hein, dans un autre cadre, on n'aurait pas eu la même note. 4 étoiles. Chris Statlander contre Rubisso, je vais y aller d'un bon 3 quarts. Malheureusement, ça restera pas mémorable, mais pour tout ce qu'elles ont fait, l'effort qui a été donné, j'ai trouvé ça plutôt très stylax. Un peu curieux de savoir ce qui se passera par la suite avec Tony Storm, mais j'espère en effet que Chris Statlander aura des défenses intéressantes pour les semaines à venir. Danielson contre Ricky Starks, un immense 4,5. Et je vais plutôt devoir me justifier de pourquoi je mets pas plus, parce que encore une fois, ces scènes de strangulation, elles me dérangent toujours un petit peu quand je regarde l'Elite Wrestling, et il n'y a pas eu non plus un build-up de zinzin. Le match il est tombé avec une semaine d'écart, on sait bien que ça remplace un petit peu CM Punk, mais Danielson il est tellement fort, qu'est-ce que vous voulez quoi? Est-ce qu'il y a un match à moins de 4 étoiles de Danielson depuis qu'il est chez Elite Wrestling? Je me pose encore la question, le mec survole tout ce qu'il fait. Le tag filler avec Casta qui bat Kingston, et ben, ça va être un bon 3 étoiles, c'était bien, c'était appréciable à ce moment-là du show d'avoir un match avec un peu moins d'enjeu, mais pour autant sur lequel on va pas retenir ses coups, et puis Hashibata. 3 étoiles. Konosuke Takeshita, Kenny Omega pour des raisons qui sont totalement différentes de ce que j'ai vu dans le match avec Ricky Starks et Bryan Danielson. 4,5 là aussi. 4,5 là aussi parce que là aussi, tu vois, j'ai envie de me justifier. Il manque peut-être un petit truc pour Konosuke Takeshita. Il manque un truc pour créer cette immense connexion qui soit pas... ce truc, faut pas que ça soit Don Callis. Voilà, faut que ça soit un truc vraiment spécifique à Konosuke Takeshita. Bon, qui pue la classe. Il pue la classe quand même, mais... Et Omega, curieux quand même pour la suite. Encore 4 étoiles, et même je vais même dire 4 étoiles et quart. Allez, pour le 4 contre 4. Parce que c'était incroyablement fun, très divertissant, ça a duré 20 minutes, et ben c'est 20 minutes, j'ai pas vu le temps passer une seconde. C'était particulièrement génial, bravo pour tous les enchaînements de prises des mecs qui ont échangé leur place dans les équipes entre les Bucks et FTR, c'était super, et ça remet encore un petit peu plus de pièces et de grain à moudre dans la suite des programmes par équipe. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin le main event, Jon Moxley contre Orange Cassidy, vous avez peut-être senti la passion dans ce que je disais. Et bien pour aussi en remerciement de tout cet incroyable run d'Orange Cassidy, pour avoir su faire taire beaucoup de ses détracteurs. C'est pas juste un catcheur comédie, il est capable de véhiculer des émotions totalement folles, et Moxley est vraiment l'un des meilleurs. Et ben c'est mon 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles, Orange Cassidy, Jon Moxley. Un match hautement recommandé, une belle bagarre, une bagarre que j'oublierai pas. Bravo All Elite Wrestling globalement pour ce pay-per-view, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de passer une excellente fin de soirée. On se retrouvera d'ailleurs à la sortie de cette vidéo sur twitch.tv /Turi316 pour parler de plein de trucs. Allez, en live, clac, n'oubliez pas de me suivre, et je vous fais des gros bisous, et tout le monde reste fort, je repars en vacances, je ne sais pas encore à quoi va ressembler la chaîne C'est ça le catch à sa rentrée, mais bref, je vous embrasse, des bisous, restez forts, ciao. Bye bye.